Aujourd'hui, à La Vie est belle, version express, les 30 meilleures minutes de ma rencontre avec l'humoriste et chanteur de tunes sérieuses Laurent Paquin. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, cliquez sur j'aime, suivre, s'abonner. Et si vous préférez, on a une version intégrale entière sur cette même plateforme qui dure un petit peu plus d'une heure avec Laurent. Bonne rencontre. Balado, épisode 40. Laurent Paquin. 3, 2, 1... Ça me tentait plus d'être un humoriste qui dérange pas trop. Je voulais pas être l'humoriste qu'on aime, mais parce qu'il nous dérange pas. Ah ouais? Je préférais perdre un peu de public, puis d'assumer de déranger un petit peu. Puis c'est ironique parce que finalement, j'ai jamais eu un show qui a été aussi bien reçu que mon dernier show. Probablement parce que je me suis permis d'être moi-même. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Paquin, salut! Salut! Ah, que c'est un 5 prise 2 pour nous autres, puis ça sur YouTube, vous voyez, on se lave les mains ou on se frotte, oui. là, regarde. Elle J'ai push vu la qui vole bouteille, partout. j'ai Ouais, fait puis ah. elle a du jet, t'as remarqué, oui, tout le monde qui sont là pèse sur notre bouteille, puis ça revole partout. Ça, ben oui. J'espère que les bulles suivront pas. Très drôle, quand je dis 5 prise 2, c'est qu'il y a un mois pile, tu m'as fait arrêter de battre le cœur. Oui. Parce que moi, mon bureau est l'autre bord, on est à la maison ici, puis je reçois un coup de fil. François, Laurent! T'es où? Je sonne chez vous, ça répond pas. Puis moi, puis là, on va voir, parce qu'on va parler de ton test psychométrique. Moi, je suis brouillon pas organisé. Ouais. Toi, je te suspecte d'être assez sacoche dans l'organisation. Ça dépend. C'est-à-dire que je prends les outils, sinon je serais vraiment tout croche. OK. Tu vois, c'était une erreur. Évidemment, la dernière fois, c'était mon erreur, mais c'est une question de... J'ai inscrit dans le mauvais mois dans mon agenda. Mais ça m'arrive quand même assez rarement. Mais si j'avais pas mon agenda, je suis complètement dépendant de l'agenda. C'est parce que... Si j'ai pas ça, j'oublie tout. Dans le balado, on s'amuse à faire le tour... Ils sont bonnes, tes bulles. Ah, ils sont écœurants. Je les connaissais pas, c'est quoi? Ça, Pares Balta. OK. Écoute, ça c'est coûte... bien le fun, un petit vin organique en plus. C'est un vin organique, c'est un cava. Moi, je suis rendu que je préfère le cava au champagne, sans blague. Ta blonde, tu l'as demandé en mariage devant le beau-père d'un souper. Ouais. Old style de même. Oui, ça me faisait rire de faire ça. C'était un peu pour la blague. Parce que ma blonde et moi, quand on s'est mariés, on se mariait pas tant que ça parce on n'est pas tellement mariage. Mais pour l'adoption, il fallait pour adopter, il fallait être marié. Il y a des pays, sinon, qui acceptaient pas qu'on adopte un enfant chez eux. Fait qu'on s'est mariés, mais c'était un peu... on était mariés dans c'était comme un local de réunion. Je suis dans le bureau de la notaire. C'était genre la salle de conférence. Autour d'une table, il y avait mon témoin, le témoin de ma blonde, puis la juge, qui avait amené des fleurs parce qu'elle nous trouvait tellement tout nus. Elle trouvait ça tellement chenu comme mariage qu'elle nous avait acheté des fleurs. Hey, on avait failli même pas avoir de bague. Fait que il y avait un peu de blague derrière tout ça, mais je m'étais dit, je vais faire la demande comme il faut. Fait que mon beau-père, qui est pas un gars de cérémonie pantoute, fait que je suis arrivé dans à un moment donné, je me suis levé de la table, je me suis mis un genou par terre, puis j'ai dit « Est-ce que vous acceptez de me donner la main de votre fille? » Puis évidemment, lui, il était maladroit. « C'est là, toi, ben oui, prends-la, là. » Pars avec! Ben, c'était un peu ça. Mais je suis content. J'ai un peu regretté après de ne pas avoir mis un peu plus d'emphase sur le mariage. On se disait tellement qu'on n'était pas du monde qui... On avait tellement pas le mariage en tête. On croit pas tant que ça au mariage non plus. Puis, mais on l'a fait. Puis avec le recul, je me dis, on aurait peut-être dû mettre un petit peu de cérémonial là-dedans. Juste, ne serait-ce que pour ajouter un peu de stock dans la boîte à souvenirs. Tu sais, juste pour qu'on se rappelle. Là, je me rappelle d'un local, salle de conférence, puis je me rappelle juste qu'on est arrivé là puis qu'on n'avait rien. Quand ta blonde, vous êtes mariés, elle a dû dire pour le meilleur et pour le pire. Je me rappelle pas. Des mariages civils, là, tu sais, je pense pas que c'est signe de contrat. La loi C23.52 alinéa. Ben, c'est plus ça, ouais. Puis c'est quasiment...
c'est vraiment drabe comme mariage. Là, c'est vraiment comme un mariage qui a plus des allures de signature de contrat devant une hypothèque. Devant l'autorité là, pour être sûr que c'est officiel. Là, ouais, ça avait plus l'air d'une hypothèque que d'une cérémonie. Tu as signé ton testament, c'est à peu près pareil. Ben, à peu près. Mais en faisant mes recherches, tu dis, ouais, mais tu sais, moi, je suis comme peut-être pas le chum idéal, là. C'est quoi, t'es bas sale train, tu mets pas la vaisselle. Ben ouais, ben non, ben c'est sûr. C'est sûr. Il y a quelqu'un qui dirait je suis le chum idéal, déjà je me méfierais de lui, là. Tu sais, qui prétend être l'idéal, tu sais? Les batteurs de femmes d'habitude. Ouais, ben tu vois, ben justement, ça cache quelque chose. Quand quelqu'un se dit je suis le chum idéal, moi, ouais, c'est ça. On va fouiller un peu puis on va découvrir des petits défauts. Moi, je le dis d'avance, je suis pas le chum idéal, mais non, je suis pas le chum idéal, c'est vrai, mais c'est le cliché, hein, c'est le gars qui se ramasse pas. Fait que ma blonde puis moi, je dirais que si on a des conflits, si on a des disputes, qui sont très rares là, quand même, soit dit en passant, mais si on a un conflit, ça va généralement être sur quelque chose de même. En dehors de ce qu'on vit, pandémie COVID, là, c'est une année particulière pour toi, j'ai l'impression. T'as 49. Ouais. Ton papa est décédé à 49. 49 ouais. ans, je sais, je suis passé par là il y a pas longtemps. C'est le juste avant 50. Tu vas avoir 50 en septembre. Ouais. T'as comme un nouveau hamster qui se met à tourner, qui se met à penser un peu différemment. T'es où, là? Ah ben je suis en plein là-dedans, là. Le hamster, il est dans sa roulette puis il spin, c'est un moyen temps. Je suis en plein là-dedans. Puis en plus, j'écris un peu là-dessus. J'ai écrit un numéro. Et puis, j'ai écrit un numéro que j'ai fait au dernier festival, le Comédia, à Québec. Puis c'était sur le fait que je voulais plus perdre de temps parce que j'avais l'impression que ça achève. Le numéro commence comme ça, où je disais... Puis au départ, dans ma tête, c'était à la blague. C'est-à-dire, je disais, j'ai l'âge de mon père quand il est mort. Ben, c'est sûr que ça doit t'amener à penser, là. Ben, c'est ça. Ben, là, ce qui est particulier, c'est que depuis le jour de ma fête, donc, il y a comme une voix dans ma tête qui me dit, esti, ça achève. C'est cette année. Fait que ça, c'est le début du numéro. Puis là, je dis, c'est sûrement pas vrai, là. Je le sais que c'est probablement pas vrai, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est plus fort que moi dans ma tête. Il y a une voix qui dit, ça achève. Puis je le faisais à la blague, mais je réalise que c'est pas tant que ça une blague. Que ça fait partie de ce à quoi je pense quotidiennement. Souvent, mettons, je sais pas, quotidiennement, c'est peut-être exagéré, mais j'y pense vraiment souvent. Que j'ai l'âge de mon père quand il est mort. Je sais que quand je vais avoir 50 ans, ça va être un choc de passer d'une dizaine à une autre, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir comme un soulagement d'avoir dépassé mon père. Mon père est mort vraiment juste avant d'avoir 50. Là. Il est genre 3 jours après, c'était sa fête. Là. 3 jours après son décès. Ah oui? Fait que... Puis dans ma famille, sans qu'on se le dise, tout le monde, depuis le décès de mon père, tous ceux qui ont topé le 50 ans ont eu la même réflexion. Ah, OK. J'ai dépassé Doris. Mon père s'appelait Doris. OK. Fait que ma soeur s'est dit ça, mon beau-frère s'est dit ça, mon grand frère s'est dit ça, tu sais. Puis moi, je vais me dire ça probablement quand j'aurai l'occasion. Fait qu'à la fin de 50 ans, au lieu d'avoir des ballons de 50, c'est j'ai dépassé Doris. Oui, ça va ressembler à ça. Ça va dire, je suis encore vivant. Mais le fait de me dire ça achève, ça donnait une tournure à ce numéro-là, dans lequel je disais, là, il y a des choses que j'ai jamais faites dans ma vie, que j'assume que je les ferai jamais. Le temps qui me reste, je n'ai pas le goût de perdre du temps à faire ça. Puis je trouvais que c'était une ligne, un fil conducteur intéressant que j'aimerais peut-être exploiter davantage, peut-être dans mon prochain one-man show, sur l'idée que, si c'est vrai que ça achève, là, ma vie peut pas être exactement comme elle était avant. Là. Il faut que j'abandonne l'idée de faire certaines choses, mais il faut pas que j'arrête de faire certaines autres, puis il faut que je profite du temps qui me reste. La notion du temps est pas la même. Hein? Quand tu as l'impression que tu en as de moins en moins, c'est ça quand tu es jeune, hein? Tu as l'impression que tu as toute la vie devant toi, puis le jour où tu arrives au milieu de ta vie, où là tu dis, OK, là je pense que j'en ai plus derrière que devant. Hey, pour que j'en ai plus devant, il faudrait que je vive jusqu'à 100 ans. Là. Fait que forcément, j'ai plus de temps derrière moi que devant. Oui. C'est épouvantable quand tu fais ce constat-là. Oui. Ton père a été aussi un modèle pour l'humour parce que, en faisant mes recherches, puis je veux te laisser la dire parce que... La joke de mon père. La joke de ton père. Non, mais... Et c'est là qu'on reconnaît tout l'humour. J'ai reconnu l'humour dans tes numéros d'ouverture de gala.
Ouais, Bon, un peu caustique, un peu baveux, un peu... Ouais, pour mettre les gens dans le contexte, puis c'est une anecdote réelle, là, tu sais, je l'ai pas inventée. C'est que dans le spectacle que je roule actuellement, qui s'appelle Déplaire, actuellement, si vous écoutez le podcast un peu tard, ça se peut que le show soit fini, là. On est vraiment sur les derniers 1000. Mais bref, il y a un numéro où je parle de l'humour, en fait, où je dis que c'est important de rire, même des choses les plus dramatiques. Puis je donne l'exemple de mon père. Je dis une des dernières phrases que mon père a fait de son vivant. C'était une joke. Puis il était sur une civière, il avait fait un AVC, il était à l'hôpital, il s'en allait se faire opérer au cerveau, puis il y a sa mère qui était là, ma grand-mère qui était toute énervée, puis mon père il dit « Garde, fais-toi-en pas, ça va bien aller. » Il en sauve un sur deux, puis l'autre avant moi, il est mort. Fait que c'est sûr que... La joke est pas... Ça pour moi, c'est l'ultime liner, là. C'est un liner parfait. C'est le punchline... puis le punchline qui tue. Qui tue. Non, mais... La joke, oui, c'est un killer, comme on dit. C'est un killer. Mais je sais pas, je dirais pas que mon père m'a influencé tant que ça. Mon père est un homme très, très, très cartésien. Moi, cette joke-là, quand c'est ma grand-mère qui me l'a conté, elle l'a pas trouvé drôle. Elle me dit ça comme en voulant dire ça n'a pas de bon sens. Hey, il m'a dit ça. Il m'a dit, il en sauve un sur deux, puis l'autre avant moi, il est mort, puis elle riait pas, là, tu sais. Mais... mon père, c'est un homme très cartésien, c'est un gars de chiffres. Mon père travaillait dans les banques, les caisses populaires. Dans les dernières années de sa vie, il travaillait comme conseiller financier ou comment il fait? En tout cas, il est analyste en crédit commercial et agricole. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Fait que c'est un homme bien cartésien. C'est un homme qui était bien préoccupé par l'avenir, par le temps, par l'argent, par le fait que hey, mes enfants, mais ils vont-tu réussir à gagner leur vie? Tu sais, mais mon père m'a jamais vu devenir humoriste. Il est mort avant. Moi, c'est un petit peu la mort de mon père aussi qui a fait que je suis allé à l'école de l'humour. C'est l'idée un peu que la vie est courte puis que là, c'est le temps. Là, si j'ai envie de le faire, je pense qu'il faut que je le fasse. Puis je l'aurais peut-être pas fait si mon père était resté vivant. Le même coup de pied que tu as là à 50 ans où tu te dis hey, attends une minute, là, tu l'as eu une première fois au départ de papa. C'est un autre moment, oui, un autre moment charnière de ma vie, la mort de mon père. Parce que je pense que j'aurais eu trop peur de le décevoir. Si j'avais décidé de tout laisser tomber pour aller en humour, j'ai l'impression que j'aurais pas été à l'aise de faire ça du vivant de mon père. Je veux dire, niaiserie, t'avais pas fait des grandes études avant parce qu'on a le même diplôme, t'étais en ATM à Jonquière. J'étais en ATM, mais tu sais, mon père... Tu voulais devenir quoi? Animateur de radio, journaliste, caméraman? Je m'enlignais pas. Dans ma tête, j'allais devenir un animateur de radio. Okay. Je pensais que c'est ça que j'allais faire dans la vie, mais quand j'ai fini ATM, finalement, j'ai plus travaillé comme journaliste. Mais oui, au début, je m'étais dit, je vais faire ça dans la vie. C'était pas des grandes études, mais pour mon père, j'ai l'impression que, tu sais, j'avais niaisé un peu. Tu sais, j'avais fait une année de sciences humaines avant de me décider d'aller à Jonquière. Là, je suis allé à Jonquière, puis là, j'ai niaisé un peu. J'ai échoué un de mes cours. Tu sais, il a fallu que j'y retourne pour finir un cours supplémentaire. Puis, tu sais, puis mon frère avait niaisé à l'université en philo, puis en sociaux. Puis ton père était à bout. Puis mon père était un petit peu à bout. Puis j'avais un autre frère qui étudiait pour être comédien. Fait que là, il a fait « Ah, mon Dieu, je vais avoir un enfant qui va avoir une vraie job. » Pourquoi j'ai pas fait une vasectomie en me mariant, moi? Mais tu sais, mon père, ça le préoccupait qu'on réussisse. Puis fait que puis mon père, je sais pas, j'aurais peut-être eu la chienne de le décevoir ou de dire « Écoute... tu sais, les parents, ils t'aident financièrement, tu sais. Fait que là, tu dis, ben là, l'argent que t'as mis pour m'aider à étudier à Jonquière, là, l'appartement, puis tout, finalement, ça a servi à rien parce que je vais aller faire des jokes. Oui, t'es un clown. Je vais aller être un clown. Puis c'est comme repartir à zéro dans un domaine où t'as aucune certitude. C'est sûr qu'à la radio, on n'avait pas de certitude tant que ça, mais tu sais, tu peux quand même te trouver une job à quelque part. La radio, c'est une job. T'as des vacances, tu peux avoir un fonds de pension. C'est un emploi. T'as une vraie job. C'est une job que tu perds aux 2 ans et demi, 3 ans, là, mais... c'est ça. Un vendredi sans dire adieu à tes auditeurs. Mais puis moi, quand j'étais à Jonquière, il y a des stations qui ont fermé. Il y a un réseau presque au complet là, de stations qui a fermé pendant l'été où je faisais mon stage après mon cégep à Jonquière. Là, j'étais à Chicoutimi à ce moment-là pour le stage. Mais il y a des stations AM qui fermaient. Fait que là, je le savais là, que les journalistes de ces stations-là, les meilleurs ou les plus vieux allaient être pris dans ma station. Fait que je me disais, j'ai pas d'avenir ici. Puis, fait que pendant l'été où j'ai fait mon stage là-bas, j'ai auditionné pour l'école de l'humour. J'ai été pris. Puis je suis rentré en septembre
à l'école de l'humour. Fait que j'ai pas été journaliste bien longtemps. Tu disais, mon père était rationnel. J'ai l'impression, quand je regarde ton profil psychométrique, que t'es peut-être pas si loin de ton père que tu penses. Je pense être quelqu'un de rationnel. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce côté-là artistique. C'est un drôle de clash parce qu'effectivement, je pense être quelqu'un de rationnel, mais en même temps, je me trouve un peu tête folle. Je suis brouillon, j'oublie tout. Toi, à la base, t'es un rouge, vert, bleu. Fait un dans bleu. l'ordre. Ben non, dans le désordre. Fait Okay. que t'es un bleu en premier, à 79. Bleu aussi fort que ça, là, c'est puissant désir de se conformer aux normes. Okay. Les règles, les procédures, structurées, rigoureux, perfectionniste. Mais t'es comme un perfectionniste brouillon. Je suis un perfectionniste brouillon. C'est-à-dire que Ça se peut, si je travaille sur un numéro d'humour, je vais travailler, mettons, vraiment énormément. Je vais relire, je vais couper, je vais retravailler à la virgule près, je vais l'apprendre par cœur, je vais le dire exactement comme je l'ai écrit. Je vais être vraiment très, très structuré. Mais j'oublie que le soir, il faut que je le fasse à telle place. J'oublie que j'ai un show le soir. Tu sais, c'est vraiment, vraiment niaiseux de même. Fait que il y a quelque chose de paradoxal dans mon... parce que je sais que je suis quelqu'un de rationnel. J'ai passé des tests d'aptitude, j'ai passé des tests de QI, j'ai passé des tests... Puis, tu sais, je vais... Tu sais, les tests plates là, de QI, là, oui. tu sais, qu'on te met 3 formes bizarres, puis on te demande c'est quoi la forme qui doit aller après. Puis j'ai des excellents résultats dans ces affaires-là. Mais tu sais, si on me montre une photo, puis on me dit après ça, OK, sur la photo, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait combien? Y avait-tu des chats? Puis là, je sais pas. Tu sais, chevreuil. Ouais, c'est ça. J'ai aucune mémoire à court terme. C'est peut-être parce que c'est pas important. C'est particulier. Ben, je sais pas, j'ai envie de penser que c'est pas ça, parce que sinon, ça serait insultant pour les gens autour de moi. Tu sais, quand je retiens pas le nom de quelqu'un, des fois, je me dis, c'est vraiment ma mémoire. J'espère que c'est pas parce que je m'en sac. Tu sais, des fois, les gens me disent ça, c'est peut-être parce que c'est pas important pour toi. Je dis, ben, dis pas ça. Colin, j'ai envie de penser que les gens sont importants pour moi. Parce que dans tes motivations qui sont fortes, bon, t'as l'humanisme, fait que le don de soi, avoir envie de servir, l'entraide. Oui, quand même. Je suis quelqu'un d'assez pro-solidarité sociale, se sacrifier un peu pour l'autre. Je trouve que c'est normal. Je me trouve tellement privilégié dans la vie que pour moi, c'est comme normal de penser que y a des bouts où moi, je vais payer plus que les autres. Puis c'est normal. Puis ta deuxième motivation, c'est le cognitif. Fait que toi, t'aimes ça apprendre, là, lire, comprendre. Oui, je suis curieux. Je suis un gars curieux. T'es fait tes recherches, toi. Ben, je fais mes recherches. L'expression « faire ses recherches » pour moi a perdu tout son sens. Parce que les gens qui disent « fais tes recherches », c'est pas des gens qui font des recherches, c'est des... Tu sais, tu fais juste googler. Les gens mélangent googler et faire des recherches. Ouais, il y a un outil de recherche et faire des recherches. Puis c'est lire ça, le l'outil de résultat, recherche, parce que tu lis les recherches que d'autres personnes ont faites. Toi, t'as pas fait de recherche. Tu lis ce que d'autres personnes ont fait comme recherche. En tout cas, bref. Mais ouais, moi je suis quelqu'un de curieux intellectuellement. J'aime apprendre, j'aime écouter des documentaires, je suis fasciné par les gens passionnés aussi. Quelqu'un qui est passionné de quelque chose, je sais pas pourquoi. Même si c'est un domaine qui, à la base, m'intéresserait pas en tout, je vais y poser des questions. Parce que je veux savoir pourquoi. Ton désir d'apprendre, de comprendre. Ouais, mais je veux savoir pourquoi t'es passionné aussi. Puis les gens qui sont passionnés de quelque chose sont toujours intéressants quand tu leur fais parler, quand tu les fais parler de ce qui les passionne. Fait que tu lances un album de chansons sérieuses, mais quand même, quand tu remplis le petit formulaire, tu as la possibilité, en remplissant ton OVA, de changer le titre. Volontairement, je fais exprès, je marque « invité ». Puis je vois qui change. Il y a du monde qui laisse ça de même. Puis il y a des gens qui changent puis qui vont mettre un mot. Et toi, t'as mis « humoriste ». Ouais. Fait que t'es foncièrement un humoriste qui fait aussi un album sérieux. Je pense que à la base, je suis un humoriste et que j'ai juste la chance d'avoir l'occasion de faire autre chose de temps en temps. Puis d'avoir les moyens aussi un peu de le faire. Tu sais, c'est sûr que se lancer dans un album, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je l'ai financé moi-même, cet album-là, parce que j'avais pas en tête qu'une compagnie de disques voudrait investir beaucoup dans un album de chansons sérieuses de Laurent Paquin. Fait que, oui, mais à la base, je me considère comme un humoriste. Mais j'ai moins le syndrome de l'imposteur qu'avant. Avant, là, mettons, comme comédien, là, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place puis qu'un jour, quelqu'un allait me démasquer. Tu sais, comme si quelqu'un allait se rendre compte un jour, « Hey, c'est pas un vrai comédien! Oui. »
comme une fin d'émission de Scooby-Doo, là, tu sais, là, il m'aurait enlevé mon masque, puis on aurait découvert que j'étais un humoriste déguisé en comédien. Mais j'ai beaucoup moins ça maintenant. J'ai le feeling, je sais pas si c'est l'âge, si c'est la sagesse ou l'expérience, mais j'ai le feeling d'avoir suffisamment bien réussi certaines choses. Tu sais, pour avoir joué des rôles, puis dans lesquels je pense avoir été assez bon, pour lesquels j'ai reçu des compliments de gens dont l'opinion m'importe. Tu sais, OK, je pense que je peux dire sans bémol, je suis un comédien. Je suis un acteur. Avant, j'aurais fait... je suis un acteur, mais je suis pas vraiment un acteur. Là, je suis pas ou j'aurais dit, je suis pas un vrai acteur. Là, j'aurais fait des guillemets avec acteur, là, mais maintenant, j'ai plus de guillemets. Là. Je me considère acteur. T'es un acteur, puis t'es un chanteur. T'as tout bien fait Chicago, calvaire. Oui. Pas rien, là. Non, c'est pas rien. J'ai fait Chicago. J'ai fait Demain matin, Montréal matin. Avec Dicker et Cavana. Ouais, quand même. À côté ça, au niveau vocal sur une scène, c'est parce que tu dois avoir 2-3 talents quelque part. Je suis capable de pousser la note. Puis comme l'exemple le plus probable de ça, c'est quand j'ai fait La Duchesse de Langeais dans Demain matin, Montréal matin. T'étais belle. J'étais pas mal belle. T'étais belle. Puis c'était une toune qui était pas facile. C'était dans le spectacle la toune la plus compliquée musicalement, c'est-à-dire... C'était un aria comme une chanson classique. C'était bâti comme une pièce de musique classique. Et puis, il a fallu que je la répète beaucoup. Moi, je me considère comme un gars qui va arriver à bien chanter en répétant la toune. En travaillant avec le chef d'orchestre qui m'expliquait comment prendre mon souffle à certains endroits, puis en répétant la toune, puis il me disait attention à telle note, là, tu fausses un petit peu, là, t'es un quart de ton trop haut, puis là, il m'expliquait pourquoi j'étais pas correct, puis quand je suis arrivé sur la scène du TNM, j'ai chanté cette chanson-là, puis les gens ont fait, mon Dieu, mais il chante pour vrai, lui-là, tu sais. Mais quand j'ai enregistré mon album, j'avais de la difficulté, parce que j'avais pas un chef d'orchestre, un coach vocal. Talon haut. Oui. C'est là que le cerveau s'en allait. C'est là que le cerveau s'en allait. Comment t'aimes ça, être gainé, talons hauts, maquillé? J'étais pas gainé. OK. On assumait ma corpulence. On s'est dit, on y mettra pas une gaine, la duchesse, faut qu'elle soit ronde. Les talons hauts, pour vrai, je trouvais ça le fun. C'est que une fois que j'étais en talons hauts, j'étais en personnage. T'étais plus toi. Non, parce que tout change avec les talons hauts. La posture change, mais la démarche change. La voix. Puis instantanément, là, quand j'avais les talons hauts, j'étais plus Laurent Paquin, j'étais dans mon personnage. Puis quand je marchais, à un moment donné, je me rendais compte que même quand j'étais en dehors de la scène, là, qu'on n'était plus en train de répéter, on n'était pas en train de jouer, j'avais quand même l'attitude de la duchesse avec les mains dans les airs, puis je marchais comme ça, là, comme une petite madame qui fait attention où elle marche, tu sais. Je restais dans le personnage, mais tu peux pas marcher normalement de toute façon avec des talons hauts. Je pouvais pas reprendre ma démarche de Laurent de tous les jours avec des talons hauts. C'est impossible. T'as l'air d'un gros bûcheron qui marche avec des échasses, puis ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis il prend goût parce qu'on t'a vu récemment encore, là. Oui, c'est la soirée bénéfice de l'Espace Go. Absolument. Oui. T'étais rebelle. Ben, rebelle, oui, dans le sens de belle à nouveau, oui. Ah, oui. Ben c'est Serge Denoncourt qui m'a demandé de participer à la soirée, puis au début, on savait pas trop ce que j'allais faire. Il y avait des différentes idées. Je dis, moi, j'ai pas vraiment d'idées. Si vous en avez, gênez-vous pas. Moi, je suis willing. Ben willing. Puis là, Serge, il m'est revenu plus tard en me disant, on ferait une parodie de RuPaul Drag Race. Sauf là, ça s'appelait RuPauvre Drag Race. Fait que là, il y avait entre autres moi, il y avait Éric Bruno, Patrick Yvon, Lince Dentiste. On était 4 comédiens qui avaient été transformés en drag queen par des vrais drag queens qui nous maquillaient, puis on avait le costume fourni, puis tout le kit. Fait que si on besoin d'un remplaçant chez Mado, là, t'es correct, là? Ben, pour vrai, j'ai aimé ça, faire ça, moi. J'aime ça, faire ça. Ça me sort de mon quotidien, ça me sort de ma zone de confort, puis ça me fait rire, de faire rire les gens, puis qu'on me dise « Caroline, c'est pas juste drôle, t'es comme belle, tu sais, comme c'est le fun, tu sais, il y a comme un personnage qui embarque instantanément, puis je pense que c'est un beau personnage que j'ai quand je suis en drag queen. J'ai l'impression que on me dirait, veux-tu refaire ça? Je dirais, ben oui, dis-moi quand, puis dis-moi l'occasion, puis let's go. Je suis persuadé que plein d'acteurs qui adorent l'impro, c'est entre autres pour ça. On te fait jouer d'autres choses que ce qu'on te fait jouer tout le temps.
Les gens n'ont pas tout le temps beaucoup d'imagination. Là, quand je dis les gens, je parle les producteurs, les diffuseurs, les metteurs en scène. Ils pensent pas à toi tout le temps pour jouer quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'on se met aussi soi-même dans des formes de petits Tupperware ou Canva ou Prison. On t'a dit récemment, j'ai arrêté d'écrire pour plaire au monde. Là. Ouais. Ça veut dire que t'as écrit pour plaire pendant un bout? J'ai écrit beaucoup. Donc, t'as été pas ton ennemi, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Je pense que j'étais plus animé par la peur de déplaire. Je cherchais pas tant que... J'étais pas conscient tant que ça que je voulais plaire, mais je pensais à tout ce qu'il fallait pas faire si je voulais pas déplaire. Je m'empêchais d'aborder certains sujets. Je m'empêchais de prendre certaines décisions. Parce que j'avais peur que ça dérange quelqu'un. Puis c'est ça, c'est à un moment donné, je me suis tanné quand j'ai commencé à écrire mon dernier spectacle, un peu avant, en fait, ça avait commencé dans les années avant mon dernier spectacle. J'avais commencé à me dire, il y a toujours quelqu'un qui est pas content, de toute façon. Tu sais, avec les médias sociaux, tu le vois, même quand tu penses que tu fais le plus beau geste de la Terre, parce que tu t'impliques dans une cause, puis là, toi, tu penses que t'es correct, puis là, tu lis des commentaires, puis il y a quelqu'un qui te blaste sur ça en disant que tu fais ça pour te faire de la popularité ou de la publicité sur le dos d'une bonne cause. Puis là, tu fais « Oh my God! » Tu vois, fait que je pense que je fais une bonne cause, mais lui, dans sa tête, je me prostitue ou ben non, j'utilise la cause pour mon propre bénéfice. Fait que là, tu fais « Ah! » Fait qu'il y a jamais de moment où tout le monde va être heureux. Fait que pourquoi on se fait chier à essayer de faire plaisir à tout le monde quand tu le sais que, anyway, il y aura toujours du monde pas content? Tu sais, tu vas tout faire pour être fin, mais il y a quelqu'un qui t'aimera pas parce que t'es trop fin. Pourtant, moi, je trouve que t'es le meilleur au Québec pour faire des numéros d'ouverture de gala. Si je sais qu'il y a un gala, pour moi, Paquin, là, s'il y avait une affaire, là, c'est tes numéros d'ouverture qui sont... Je sais pas combien de temps tu prends pour les travailler, mais c'est écrit qu'il y a des mois de travail là-dedans ou presque. Là. Oui, c'est du travail, oui, c'est sûr. Et j'ai l'impression que là, t'as jamais eu peur de graffiner dans ces numéros-là parce que dans ta signature... je m'en permettais plus. Oui. Ben, j'ai toujours eu l'impression qu'à Juste pour rire, quand j'anime un gala, on dirait que j'avais l'impression que j'avais un peu plus le droit d'aborder des thèmes comme la politique ou de critiquer ou de graffiner un peu plus. C'est là que j'ai commencé à m'en permettre un peu plus. Puis là, j'ai décidé que j'avais envie de m'en permettre aussi dans mes shows. On dirait que quand j'écrivais un show, c'était pas pareil qu'un gala. Tu veux pas heurter ton public? Ouais, ben tu dis, mon one-man show, je vais voir tout le monde un peu partout au Québec. Le gala, c'est un soir, c'est devant un public qui est là pour voir toutes sortes d'humours différents. C'est des gens qui ont l'habitude de voir Yvon Deschamps, Mario Jean, Lise Dion, François Morancy. Ils ont vu, tu sais, un public d'experts en humour. J'allais dire, c'est des spectateurs professionnels d'humour. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que en tournée, c'est les gens qui viennent me voir, mais c'est pas tous des gens experts en humour. Non, c'est pas une belle soirée, ils vont au restaurant avant, ils vont te voir, ils se mettent cute, c'est le fun. Puis je sais pas pourquoi, j'avais peur de faire de la controverse en tournée, et on dirait qu'à Juste pour rire, ça me dérangeait moins. Moi, je vois le temps qui passe. Moi, je vois les années passer, puis moi, je vois les humoristes, sans nommer personne, j'ai pas d'exemple en tête non plus, mais le danger d'un humoriste, c'est de finir par se répéter puis de refaire un peu le même show tout le temps. Ouais. Puis moi, je voulais pas arriver à ça, tu sais. Puis là, je m'étais dit, il faut que mon prochain show soit différent parce que là, les gens vont avoir fait le tour de Laurent Paquin puis de le Laurent sympathique qu'on aime, mais qui se mouille pas trop puis qui graffine juste un petit peu, juste assez, mais pas trop, puis qui parle bien, puis qui sac pas trop, puis qu'il est pas vulgaire. Puis je me disais, ben, le petit Laurent propret, j'étais un peu écœuré de ce Laurent propret-là aussi. Parce que des fois, je recevais des messages, puis là, je chicane pas la dame qui m'a écrit, mettons, mais qui me dit je vous y vais à la télé, j'ai trouvé que vous avez sacré beaucoup. Moi, je vous aimais parce que vous étiez pas vulgaire. Puis là, dans ma tête, ça a fait je comprends, madame. Décevoir les gens, c'est un risque de mon métier, puis je pense que faut que j'apprenne à vivre avec ça. Parce que j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais parce que la madame était fine, là, c'était pas, elle m'écrivait pas pour m'insulter, tu comprends? Mais dans ma tête, ça a fait, madame, je pense que vous m'aimez peut-être pas pour les bonnes raisons. Ah non. J'étais tanné que des gens me disent, je vous aime parce que vous êtes pas comme ça. Ouais, je t'aime parce que t'es pas toi. Ouais, ou parce que j'aimerais ça que tu m'aimes pour ce que je suis.
pas pour ce que je suis pas. Je vous aime parce que vous sacrez pas trop. Vous sacrez pas. Des gens m'ont dit, vous sacrez pas. Puis là, j'ai fait, vous m'aimez parce que je sacre pas. Ben, vous devez pas m'aimer tant que ça. Parce que vous m'avez jamais vu en show. Parce que je sacre. Je sacre en show, moi. Je sacre pas tant que ça. Je suis pas celui qui sacre le plus, mais si tu me dis que je fais pas de joke de cul puis que je sacre jamais, c'est pas vrai que tu m'aimes tant que ça. T'as juste vu mes pubs à TV, là. Ouais. Ça me tentait plus d'être un humoriste qui dérange pas trop. Je voulais pas être l'humoriste qu'on aime, mais parce qu'il nous dérange pas. Ah ouais? Je préférais perdre un peu de public puis d'assumer de déranger un petit peu. Puis c'est ironique parce que finalement, j'ai jamais eu un show qui a été aussi bien reçu que mon dernier show. Probablement parce que je me suis permis d'être moi-même. Ben oui, clairement. Tu sais, ça sonne comme un gros cliché, mais tu sais, sois toi-même. Ça m'a permis de faire en sorte que les gens se sont dit, hey, il est encore bon là, après 4 one-man shows. Il est bon, le monsieur? Ouais. Ouais. Mais les critiques, c'était tout. Bon, c'est son meilleur show. Mon Dieu, on l'a jamais vu de même. Il y a une critique qui a dit, je me suis rappelé de la critique que j'avais faite de son dernier show d'avant, puis j'avais dit, on l'aime, Laurent, il est sympathique, il est bien fin. Mais elle dit, là, c'est carrément hilarant. C'est vraiment autre chose. Fait que là, j'ai fait, OK, yes. Okay. Je me dis, vous avez le droit d'être fâché, vous avez le droit d'être offusqué. Moi, je suis en paix avec ce que j'ai dit. Je suis en paix avec mon gag. Oh ouais. Je fais pas exprès pour faire du mal à du monde. Je me considère une bonne personne. J'ai l'impression que mon humour est pas bâti sur le dos des autres non plus. Fait que, tu sais, si t'as été offusqué par un gag, ça t'appartient. Absolument. C'est ton émotion. Clairement. Deal avec. Moi, je deal avec les miennes. Je n'ai pas à dealer avec les tiennes. Tu comprends? Oh non, t'as tes bébites qui l'autre vivent avec ses bébites. C'est ça. Il y a des gens qui arrivent avec un bon point. Ben là, c'est différent. Tu sais, si quelqu'un me dit, fais attention quand tu dis ça, on pourrait croire que. Puis là, je fais, t'amènes un point. OK, ça va. Mais, tu sais, quelqu'un, ça se dit pas. Vous avez insulté telle catégorie de personnes. Puis là, je fais, non. Non. C'est parce que si vous êtes insulté, vous avez peut-être un peu manqué d'humour, là. On approche d'une heure. Puis je veux rentabiliser les recherches que j'ai faites. Fait qu'on va liquider. Je parle beaucoup, hein? Non, mais moi, avec, regarde, c'est l'affaire. Je réponds longuement, moi. Puis j'essaie de le garder dans 1 heure quelques, le balado. Fait qu'on va raccourcir. Moi, je me dis, du podcast, c'est 3 heures minimum. Je suis pas capable. Désolé. Là. Puis d'ailleurs, on fait une version de 30 minutes pour le monde qui n'a pas le temps. Je comprends très bien. Jusqu'à quel point c'est une légende urbaine qu'il y a un critique qui a été voir ton show, qui était sous, qui sentait le fond de tonne, puis que le lendemain, il t'a planté en disant que ton show, c'était de la merde. Ouais, c'est vrai. Ah oui, adore! Oui, non, c'est... ma sœur était assise à côté. Et ma nièce, qui était à côté de ma sœur, dit à ma sœur, « Maman, le monsieur, il pue. » Puis l'alcool. Ouais, elle savait pas que c'était de l'alcool, évidemment, mais ma sœur le savait. Puis j'ai su par un autre journaliste qui l'a vu dormir pendant le show. et écrit, imprimé, ça disait ton show c'est de la merde. Ouais, il y avait à peu près rien de bon dans ce show-là. Mais tu sais, sur le coup, c'est bien fâchant parce que quand t'es jeune en plus, tu comptes beaucoup là-dessus, tu sais. Ouais, le lendemain, t'espères que les critiques. Surtout quand t'as l'impression que le show a vraiment bien été. Et à une certaine époque, les critiques pouvaient tuer un show. Ouais, moins maintenant, c'est les réseaux sociaux. Oui. C'est beaucoup moins comme ça maintenant. Puis le show d'avant aussi, j'avais eu une critique épouvantable à Québec. Puis le lendemain, on avait vendu plein de billets. Tu sais, ça n'a pas toujours autant d'impact qu'on pense. Mais tu sais, en fait, ce qui est le plus difficile avec la critique, c'est pas tant que quelqu'un a dit qu'il n'a pas aimé ça. C'est quand la personne, t'as l'impression qu'elle est de mauvaise foi. C'est quand, toi, tu le sais que le show a bien été. Ouais. Tu sors un album sérieux. Tu fais des dessins, tu fais de l'aquarelle. Il y a vraiment un Laurent qui est à 1000 km de l'humoriste. Là. Oui. Mais tu sais, dans la vie, c'est ça l'affaire. On est tous multifacettes. Ouais. La vie ou le métier ou le monde ou je sais pas quoi nous met dans des petites cases, puis on se dit, OK, moi je suis ça. Moi je suis un humoriste. Mais à un moment donné, tu fais, moi, chez nous, pourquoi je m'empêcherais de faire de la peinture pour mon propre plaisir, tu sais? Je me prends pas pour Tex Lecor, je me prends pas pour Marc-Aurèle Fortin, tu sais.
Je fais mes petits C'est beau ce que tu dessins. fais. Ben merci. J'en vois passer, Ben oui. sur Face de Book, puis, Je suis assez content. J'ai trouvé un style qui est le mien aussi. Ça se tu vend sais. ça quelque part? On peut s'acheter Non, ça? pas encore. Je m'étais dit un jour, je vais peut-être les. Mon Ça, objectif. dans une galerie quelque part? Mon objectif, c'était de les accumuler, puis un jour faire un petit événement avec ça, un vernissage. Je sais pas à quelle occasion je ferais ça. Peut-être à la première de mon prochain show. Tu sais, je dis n'importe quoi. Ramasser de l'argent pour ta gang de clowns à Chicoutimi, là? Ça pourrait être ça, effectivement, pour un organisme à but non lucratif ou pour une œuvre caritative. Je ne sais pas encore. Mais on dirait que j'en ai tellement pas beaucoup de tableaux que j'ai pas envie de m'en défaire. Regarde, c'est à moi. J'aime ça. C'est ça, c'est à moi. Ma blonde les trouve beaux. Bon. Mais il y en a un ou deux sûrement que je vais garder pour moi. Mais éventuellement, oui, je vais sûrement en vendre. J'en avais donné à quelques occasions, justement, pour des enchères puis pour des œuvres caritatives. Mais un jour. Hey, ça close bien le balado. C'est une belle histoire, cette affaire-là. Ben merci. Hey, ça a passé tellement vite. Et tout le monde que j'invite, je sais que... puis je t'ai mis le cue card là, si tu t'en rappelais pas. C'est le nom du balado. Oui, la vie est belle. Oui, parce que je trouve que c'est des mots puissants. Puis mon objectif, tout le monde, dans mon casting, c'est du monde qui, après avoir jasé pendant 1 heure de leur vie, puis d'un peu tout, qu'on va avoir envie de dire « Ouais. La vie est belle. » C'était La vie est belle. À la prochaine.